Oui, bonjour à tous. C'est le revue de l'info numéro 18 du 25 juillet 2025. Alors, la corruption, j'en connais qui en connaissent un bout, hein. Il n'y a qu'à regarder en Ukraine. Eh oui, eh oui. C'est pas parce qu'il y a des manifestations que la corruption vient d'apparaître. Non, non. Rappelez-vous les Pandora Papers. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, regardez, j'ai fait un petit choix d'archives datant de 2021, d'octobre 2021. Ça fait pas très longtemps finalement, hein. Octobre 2021, M. Zelensky était dans les Pandora Papers. Allez, c'est le résumé de l'info numéro 18. Bonne lecture, au revoir. Sur cette liste des Pandora Papers, on retrouve 35 chefs d'État, dont 7 présidents en exercice. C'est le cas de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en 2019 sur une promesse de transparence. On retrouve à Kiev Gulliver Krag. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ses révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple, qui a plus ou moins fait élire Volodymyr Zelensky en 2019. Vassil Holoborodko est un homme du peuple, un professeur du lycée, dégoûté par les pratiques de l'élite du pays, sa corruption et son utilisation de compagnies offshore pour cacher sa richesse. Eh bien, il est révélé que la société de production de Volodymyr Zelensky et lui-même et ses associés avaient bel et bien recours à des compagnies offshore pour gérer les revenus de leur société de production. Toutefois, il n'y a pas vraiment de preuves de pratiques illégaux, c'est juste l'image de Zelensky, l'idée qu'il est quelqu'un de différent, pas comme les autres dans l'élite du pays, qui est mise à mal par ces révélations. Il y a aussi des détails sur les liens entre Volodymyr Zelensky et l'oligarque ukrainien Igor Kolomoïski, qui aurait payé jusqu'à 41 millions de dollars vers des sociétés offshore contrôlées par l'équipe Zelensky. Mais là pourrait être des paiements légitimes pour les productions audiovisuelles. On ne le sait pas, mais je vous rappelle qu'Igor Kolomoïski est soupçonné d'avoir défraudé l'Ukraine de plus de 5 milliards de dollars. Mais sinon, les sommes concernées dans les révélations sur l'équipe de Zelensky et ses sociétés sont relativement petites par rapport à ce qu'on voit concernant les proches du président russe Vladimir Poutine ou encore, en restant dans l'espace post-soviétique, de la famille et les associés du président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, qui contrôlerait des propriétés à Londres d'une valeur totale de plus de 700 millions de livres. On vit dans un océan de sociétés offshore, de fortunes qui sont cachées, d'abord des gens qui ne payent pas d'impôts, et qui cachent l'origine de leur fortune. Donc vous avez là-dedans de la corruption, des détournements de fonds publics, du trafic de drogue. Il y a des milliards, je crois qu'on parle de milliers de milliards, je dirais presque de trillions d'euros qui sont fraudés. Pendant ce temps-là, les États comme le nôtre, hein, où tout le monde paye les impôts, creuse des déficits parce qu'il faut des hôpitaux, il faut des écoles. Et il y a l'argent, mais il est à nos portes. Il est dans d'autres pays. Allons le chercher. Gigantesque manifestation du peuple ukrainien dans les principales villes du pays pour protester contre le régime de Zelensky qui s'attaque à l'indépendance des organismes anticorruption. Après avoir reporté les élections, interdit les manifestations, arrêté les opposants, le régime de Zelensky est en train de précipiter l'Ukraine vers une folie, c'est-à-dire une guerre totale et la boucherie. Et pour autant, la France continue à déverser des milliards. Savez-vous que les contribuables français ont donné 15 milliards au régime corrompu de Zelensky? 15 milliards. C'est autant de moins pour les retraités, les personnes handicapées, les hôpitaux, nos universités. Comment peut-on continuer ainsi alors qu'un plan de paix est possible? J'en avais proposé un il y a déjà 3 ans. Un plan de paix équilibré pour mettre fin à cette guerre qui saigne le continent. Et donc là, on avait, sous l'impulsion bien évidemment des Occidentaux, notamment de l'Union européenne, mis en place ces structures de telle sorte à essayer de donner le change et de lutter
autant faire se peut contre la corruption, notamment contre les détournements éventuels souvent évoqués par Donald Trump d'une partie de l'aide versée par les Occidentaux, mais aussi, et ça on en parle depuis 2022, d'une partie de l'armement qui est envoyé ou de l'équipement militaire qui est envoyé par les Occidentaux en Ukraine. Donc là, Volodymyr Zelensky, contre toute attente, vote une loi qui met sous tutelle ces deux organismes indépendants parce que, et alors là, bon, c'est comme d'habitude, hein, on a l'impression que c'est l'antienne qui se répète de manière quasiment indéfinie et infinie, pardon, c'est la faute de l'infiltration des Russes dans ces deux services qui fait qu'on les met aujourd'hui sous tutelle. Alors bien évidemment, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'infiltration russe, j'ai pas de preuves de leur présence ou de leur absence d'infiltration dans ces deux institutions. Simplement, à un moment où Donald Trump se montre de plus en plus circonspect quant à quant au versement de sommes de plus en plus importantes à l'État ukrainien, d'abord pour payer les fonctionnaires, et puis bien sûr, on en a parlé déjà assez souvent, et encore dans le dernier bulletin, de livraison d'armes, on se dit que, tiens, comme par hasard, comment éviter des révélations qui pourraient fragiliser Volodymyr Zelensky, comment éviter des mises en cause d'autres personnages dans son entourage, hein, comment faire de mieux que de saper tout ça. Je rappelle que tout ça s'inscrit malheureusement dans quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui reste aujourd'hui toujours sans explication, c'est-à-dire qu'on a eu le débarquement, hein, c'est pas le débarquement de Normandie, mais on a eu la procureure générale de l'Ukraine qui a été débarquée de son poste, démis de ses fonctions en juillet 2022. Pourquoi? Officiellement, on nous avait dit que c'était des changements comme ça de fonctionnaires. Simplement, on avait très bien compris que c'était par rapport aux résultats de l'enquête interne sur Boutcha. On avait eu également le ministre de l'Intérieur ukrainien qui, lui, avait fini dans un accident d'hélicoptère un petit peu, enfin plus que suspect, et qui en est mort. Donc tout ça, c'est semble-t-il, à chaque fois que l'étau se resserre autour de Volodymyr Zelensky et de son clan, de son gang, eh bien, on voit ce genre de choses se produire. Les fois précédentes, donc, c'était démission de la procureure générale, assassinat vraisemblablement du ministre de l'Intérieur, et donc aujourd'hui, on décide que les deux institutions chargées de la lutte contre la corruption dans le pays, eh bien, passent sous la tutelle du gouvernement dont elles sont censées traquer les éventuelles dérives de corruption. Donc tout ça, ça a provoqué quelque chose qui était tout à fait inattendu pour les observateurs non initiés occidentaux, c'est que les Ukrainiens sont descendus dans la rue de la majorité des grandes villes, hein, et notamment à Kiev et de manière très symbolique sur la place de Maïdan, hein, ils sont pas allés ailleurs, hein. Alors on en a vu aussi à Lvov. Alors, qu'en est-il au plan de la négociation sur la fin, ou en tout cas la suspension de ce conflit, bon, sachant que les Russes veulent la fin et les Ukrainiens la suspension. D'abord, il y a un contexte, et le contexte, c'est que le 3 septembre prochain vont être célébrés en grande pompe, avec une immense parade sur la place Tiananmen, les 80 ans de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire contre le Japon. Poutine a été naturellement invité par le président Xi, et il y sera. Et Trump pourrait être invité, mais en gros s'il accepte. C'est-à-dire que ça va être difficile pour Xi de l'inviter en s'exposant à un refus. Bon, la question c'est, est-ce que Trump veut y aller? Parce que s'il y va, d'un seul coup, on peut se dire que les trois grandes puissances du monde, en tout cas la Chine et les États-Unis, et la troisième puissance réémergente qu'est la Russie, indéniablement, vont se trouver là. Ça pourrait être un sommet des trois grands. Donc ça pourrait être quelque chose de totalement historique. Et avec un peu d'intelligence, ça pourrait même peut-être produire des effets. Je suis désolée, on va me trouver encore complètement angélique, mais enfin,
on pourrait estimer que ces trois-là trouvent des convergences, si vous voulez, des points de recouvrement entre leurs intérêts respectifs. En tout cas, bon, on ne sait pas si Trump a envie de ce sommet à 3. Voilà, en fait, ça dépend beaucoup de sa marge d'indépendance propre vis-à-vis de son administration et vis-à-vis des courants néoconservateurs dans son administration. Bon, ça c'est le problème. Du côté russe, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a dit que si Trump se trouvait à Pékin, il le rencontrerait. Vladimir Poutine, était prêt à le rencontrer. Donc, voilà. Est-ce que Trump va saisir cette chance? Est-ce qu'il va se sentir trop en faiblesse? Voilà. Est-ce qu'il va être capable là de faire montre d'innovation et d'autonomie par rapport à tous les gens qui essaient de le tenir dans tous les sens et de l'empêcher de faire des choses intelligentes. Европа остервенела, другого слова подобрать не могу. Даже напрашивается каламбур, они сейчас являются частью международного оборзения по отношению к Российской Федерации, всячески заводят свои народы, внушают им в духе геббельсовской пропаганды, что Россия – это извечный враг, экзистенциальная угроза, что Россия вот-вот нападет на Европу, поэтому нужно забыть про социальные проблемы, про провалы в экономике, забыть про процесс деиндустриализации, который наблюдается в том числе и в Германии, и в других европейских странах, и все силы, все средства, все налоги бросить исключительно на милитаризацию Европы. Bon, ce qui est vrai, c'est que les 50 jours d'ultimatum qu'il a lancés de manière ridicule à la Russie pour trouver un accord en Ukraine, hein, sinon, mon Dieu, on verrait ce qu'on verrait, et notamment des sanctions, eh bien, ça tombe à peu près à ce moment-là, à quelques jours près. Bon. La question, si vous voulez, c'est que la politique américaine est tellement illisible, tellement imprévisible. Donald Trump écoute un peu tout le monde. C'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison. Même sa femme, manifestement, Melania, a de l'impact sur lui, ou en tout cas, il met en scène cette influence largement. Ce qui est certain, c'est que s'il osait, s'il avait l'audace, mais pour moi ce serait une très bonne chose, s'il avait l'audace d'aller à Pékin et de mener un sommet à 3 avec la Russie et la Chine, ce serait un tremblement de terre dans les relations internationales, ce serait extrêmement intéressant et intelligent, et novateur et porteur. Évidemment, pour l'Europe, ce serait la fin, hein, c'est-à-dire que les Européens seraient horrifiés, activeront tout ce qu'ils peuvent avoir encore de réseaux outre-Atlantique, parce que ça va dans les deux sens, les réseaux néoconservateurs, pour faire pression sur le président, etc. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que je pense que malheureusement, tout va être fait pour que Trump n'aille pas à Pékin. Devons-nous donc voir Trump comme un symptôme ou comme une cause? Je pense que c'est une question très importante pour les Européens, car il semble que leur stratégie consiste à attendre la fin de Trump. D'accord. Eh bien, je pense que Trump est à la fois un symptôme et une cause. La réalité, c'est qu'il existe de grands changements structurels dans le monde qui vont pousser n'importe quelle présidence américaine à adopter une nouvelle approche en matière de politique étrangère. La réalité, c'est que le moment unipolaire est terminé depuis longtemps. Cette période où les États-Unis n'avaient aucun égal dans le monde et pouvaient essentiellement dicter leur conduite aux autres pays. Les déséquilibres de pouvoir étaient tels que les autres pouvaient se plaindre, mais au final, ils n'avaient pas d'autre choix que de se conformer. Nous ne sommes plus dans cette situation. La répartition du pouvoir dans le monde a changé et nous avons désormais un concurrent de taille avec la Chine.
Et contrairement à l'Union soviétique, qui était une puissance militaire équivalente, mais qui, sur le plan économique, ne pouvait pas espérer rivaliser avec les États-Unis, la Chine est une puissance économique. Elle devient de plus en plus une puissance technologique. Et elle est profondément intégrée à l'économie mondiale, d'une manière que l'Union soviétique ne l'a jamais été et n'a jamais voulu l'être. Cette réalité, à elle seule, signifie que les États-Unis doivent apporter certains ajustements à leur politique étrangère et revoir leurs priorités quant à leur zone d'intérêt dans le monde. Mais en plus de cela, ce n'est pas seulement l'ascension de la Chine qui change la donne. Le monde devient de plus en plus multipolaire. Et par là, j'entends qu'il existe des puissances régionales, des puissances moyennes. De plus en plus, les puissances moyennes montent en puissance. Des puissances régionales qui ne sont pas des rivaux de même niveau que les États-Unis, mais qui disposent désormais, lorsqu'il s'agit de leurs intérêts vitaux dans des régions proches d'elles, des capacités pour dire non. Alors là, ils vont parler des prisonniers, etc. Et probablement, les Ukrainiens ont-ils demandé se rendre, pas pour parler de leurs prisonniers, dont ils n'ont, à mon avis, pas grand-chose à faire, mais surtout pour pouvoir démontrer, et ce sera facile à démontrer, que la Russie ne veut soi-disant pas de la paix. C'est pas de la paix que ne veut pas la Russie. Elle aimerait bien la paix, la Russie. Elle veut juste qu'on prenne enfin en compte la réalité du conflit, la réalité, bien sûr, de ses gains territoriaux, mais surtout la réalité de ses préoccupations, ce qu'elle appelle les racines profondes du conflit. Donc, l'entrisme otanien, toute la politique d'élargissement et le fait d'avoir voulu faire de l'Ukraine une puissance qui ne soit plus neutre et qui soit au contraire une puissance de l'OTAN. Donc c'est toujours la même chose, et tant qu'on ne s'intéressera pas, et tant qu'on ne voudra pas de l'autre côté de l'Atlantique, parce que l'Europe, tant qu'on ne voudra pas de l'autre côté de l'Atlantique sérieusement discuter avec les Russes sur le fond de ce sujet, il ne se passera rien d'autre qu'une avancée militaire russe continue sur le terrain. Hier, un troisième round de discussion entre Russes et Ukrainiens avait lieu à Istanbul. L'échange qui n'a duré qu'une petite heure a permis de s'entendre sur un échange de prisonniers militaires et civils. Kiev a également proposé à Moscou un sommet Zelensky-Poutine avant la fin du mois d'août. Écoutez. Nous proposons à la Russie d'organiser une réunion des dirigeants d'ici la fin du mois d'août. En acceptant cette proposition, la Russie peut clairement démontrer son approche constructive au monde entier, y compris à nos partenaires. Pour qu'une telle rencontre ait lieu, il est nécessaire de définir les termes de l'accord à l'avance et de comprendre de quoi il faut discuter lors de cette réunion. En fait, lors de cette réunion, il n'est pas nécessaire de discuter de l'accord, mais il faut mettre un terme, signer. Voilà, deux parties qui sont donc censées peut-être se retrouver avant la fin de l'été. Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour. Il y a à dire encore de nouveau après cette troisième séquence, troisième rencontre. Juste avant, on a dit toute la journée, on attend peu de choses finalement quant à l'issue de ces discussions. Qu'est-ce qu'on va en retenir exactement ? Vous avez entendu cet échange. Il n'y a rien qui horripile plus Moscou que d'entendre les conseils de Kiev. Quand le représentant ukrainien dit « ça sera l'occasion » pour Moscou de démontrer sa bonne volonté. Ça ne peut pas passer, ça, auprès de Moscou. Bon, d'abord, parce que, et j'essaye de répondre à votre question, par là même, c'est que pendant des années, même avant 2022, Poutine a toujours considéré Zelensky, dont il ne mentionne jamais le nom, comme... alors d'abord un clown, puisqu'on disait, voilà, c'est un acteur un peu... c'est un comique, quoi. Alors, on apprend aussi... c'est pas non plus négligeable que du coup Zelensky s'arc-boute sur des positions complètement délirantes à l'approche donc de ces négociations, de la reprise de ces négociations à Istanbul, puisque il semblerait qu'il n'a pas bougé d'un iota quant à l'idée de demander à la Russie de quitter les 4 oblasts, de quitter la Crimée, enfin bref, quelque chose de complètement inepte et délirant.
Donc les Russes, de leur côté, ont tout de suite souligné qu'ils attendaient rien de particulier de ce round de négociations. Je rappelle que ces négociations reprennent parce que Volodymyr Zelensky, ce week-end, a dit oui, bah là, on pourrait peut-être y retourner parce que de l'autre côté, Seymour Hersh nous renseignait quant au fait qu'il pourrait être remplacé par Zaloujny. Je vous renvoie au bulletin précédent. Donc on voit bien que l'État ukrainien et le gang Zelensky se retrouvent dans une situation où ils sont de plus en plus cornérisés, ils sont de plus en plus acculés, et où ils commencent à faire les choses les plus stupides possibles, et maintenant à se mettre à dos la population. Alors on va voir comment ce mouvement se poursuit ou non, l'ampleur que ça peut prendre, mais en tout cas, ça en dit long sur le fait qu'il n'y a plus de solution, que ce gang est arrivé au bout de toutes ses capacités de nuisance, et qu'à part des tours de vis supplémentaires, il n'a plus rien pour se tenir à sa place. Il est évident que les Chinois regardent ce qui se passe en Ukraine très attentivement. Oui. Donc, le général tout à l'heure le disait, la Russie a gagné, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Bon, on y reviendra d'ailleurs ensemble. C'est une évidence. La Russie, le général le disait, il disait, nous les généraux, on parle de la réalité, on parle pas de ce qu'on voudrait. La Russie a gagné la guerre, c'est tout. Et les 4 oblasts en question, elles sont occupées par la Russie. Et je peux vous dire que là, c'est une évidence que l'Ukraine ne les reprendra pas de sitôt. Alors, il est possible que la guerre reparte dans 10 ans, mais pas avant. Donc, invitez tous les intellectuels moralistes que vous voudrez, ils vous diront autre chose que moi. Mais moi, je suis plus proche du général parce que je regarde les choses en face et puis parce que je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass, voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe qui était programmée à partir de 2014. Et là, c'est un petit peu ce qui s'était passé avec la Géorgie, où les Américains ont laissé croire aux Ukrainiens qu'ils pouvaient y aller, qu'ils allaient les aider. Ce qui est vrai, ils les ont aidés. Mais la vérité, c'est que la guerre du Donbass, elle a fait pratiquement 15 000 morts. Elle a été atroce. Il y a eu 6 000 civils massacrés par des milices ukrainiennes abominables. Et donc, ça ne pouvait pas bien se terminer. Pardon de dire ça, mais c'est tellement évident. C'est juste la réalité historique, c'est tout. Alors je sais que ça plaît pas à mes copains moralistes parce que de toute façon il faut dire que Poutine c'est Hitler, mais non, Poutine c'est pas Hitler. Voilà, il n'a pas encore tué 6 millions de juifs. Voilà, en revanche les Ukrainiens étaient bien partis. Et donc il serait temps d'arrêter parce que c'est pas simplement pour dire oui les Ukrainiens ils ont perdu nananère ou les Russes ils ont gagné youpi. Non, c'est pour que le massacre cesse. C'est pour que la saignée démographique que subit l'Ukraine s'arrête et qu'il y ait un espoir pour l'Ukraine, pour son avenir, et pas simplement dire oui on a été jusqu'au bout, on a tout fait, et puis à la fin on a perdu je sais pas combien de millions d'habitants. Parce qu'il y a ceux qui sont morts au combat, puis il y a ceux qui ont quitté le pays et qui ne reviendront probablement jamais. Et je parle pas de ceux qui se sont réfugiés en Russie, je parle de ceux qui se sont réfugiés de ce côté-ci du monde. Maintenant, c'est presque chaque jour. Il y a de grandes attaques massives de missiles et de drones Gérant 2, russes, sur toute l'Ukraine, sur Kiev d'une manière assez claire, mais en fait sur toute l'Ukraine. On a même l'impression d'une dispersion. Il y a même certains analystes qui se demandent pourquoi est-ce que les Russes frappent comme ça, larga manu, si vous voulez, sur le territoire ukrainien, au lieu de concentrer leurs efforts sur certains points. Je pense que d'abord ils peuvent se le permettre, parce que la sophistication, la complexité, l'augmentation de la précision et aussi bien sûr l'échelle de leurs attaques a considérablement augmenté depuis 3 ans, et leur objectif pourrait bien être tout simplement de disperser les forces ukrainiennes, et les défenses ukrainiennes précisément anti-aériennes qui sont déjà pas en très bon état, et puis de désorienter un peu, si vous voulez, de pouvoir jeter une sorte d'opacité au moins relative sur les axes réels d'efforts dans leurs opérations. Alors les Ukrainiens évidemment nous expliquent qu'ils sont tout à fait capables de faire tomber 95% en moyenne, selon leur dire, de ces drones et missiles russes.
Bon, c'est complètement faux, c'est des chiffres ukrainiens qui sont transmis aux Américains, comme d'habitude. Ça n'est tout juste simplement pas possible, en fait, vu l'état des défenses antiaériennes actuelles de l'Ukraine. En tout cas, l'objectif principal de toutes ces opérations, sauf celles dans le Donbass, c'est d'abord de fixer le maximum de troupes ukrainiennes, de les contraindre à défendre des objectifs d'importance, et même la zone Soumy-Kharkov rentre dans cette catégorie, puisque bien évidemment les Ukrainiens, ne peuvent pas imaginer. Alors bien évidemment, les Russes vont pas conquérir Kharkov, hein, c'est une ville immense, il faudrait des centaines de milliers d'hommes pour le faire, mais la menace qui pèse symboliquement et sur Soumy et sur Kharkov contraint les Ukrainiens à maintenir des forces importantes dans ces secteurs-là pour éviter, alors Soumy ce serait plus simple pour les Russes de pouvoir s'en emparer que de Kharkov par rapport à la taille de la ville, mais en tout cas ça contraint, même si l'objectif pour les Russes est vraiment d'avancer et de créer une zone tampon, l'objectif primaire de cette opération dans cette zone c'est de fixer des réserves ukrainiennes à cet endroit, et c'est pareil donc dans la zone Kupiansk-Liman ou Zaporizhzhia, Kherson, c'est de contraindre les Ukrainiens à défendre partout en étant incapables d'être forts partout, puisque, on le sait, il y a des problèmes d'effectifs et il y a des problèmes de matériel dont on va reparler en étudiant le secteur de Pokrovsk tout à l'heure, et donc il est tout simplement impossible pour les Ukrainiens de continuer d'être forts sur tous ces fronts-là, sans qu'à un moment donné se fasse jour des failles dans l'un ou l'autre que les Russes auront ou auraient la capacité d'exploiter. Alors bien sûr, ils ont mis au point, et ils parlent beaucoup des drones tueurs de drones, bon, qui ont sans doute une forme d'efficacité, enfin... le problème, si vous voulez, est toujours le même, et je vous en parle depuis des mois, même depuis le début de cette chaîne. Le problème, c'est qu'il y a une telle différence, il y a un tel décalage d'échelle entre l'Ukraine et la Russie en matière militaire, en matière de puissance militaro-industrielle, en matière d'effectifs, en matière de capacité à produire des armements à un rythme extrêmement soutenu, et donc d'avoir des réserves, quel que soit le soutien dont a pu bénéficier l'Ukraine ou dont elle pourrait encore bénéficier. Il y a un différentiel beaucoup trop grand pour permettre un renversement de situation. C'est pour ça qu'il faut absolument aller vers la paix, aller vers un accord, aller vers un compromis, parce que sinon c'est un très très lent supplice et suicide ukrainien en fait auquel nous avons affaire. Alors ce Schwerpunkt, vous le voyez, donc il est bordé au nord par la ville de Kramatorsk, hein. On a aussi Slaviansk qui est juste à côté. On a ensuite trois cibles principales, enfin trois cibles d'importance, pardon, pas principales, trois cibles d'importance dans la zone. D'abord Konstantinivka qui est encadré en bleu foncé, ensuite au centre Pokrovsk qui est en bleu plus clair, et puis Novopavlovka qui est encadré en violet. Et en retrait du front, vous avez la ville de Pavlograd, qui est donc complètement à gauche sur la carte, qui est encadrée en vert. Pardon. Et donc là encore, dans ce Schwerpunkt, vous avez une subdivision, hein, donc dans cette zone d'effort principale des Russes, vous avez une subdivision des zones d'effort qui a été, qui est clairement identifiable depuis le début notamment de l'hiver, où vous avez au centre les combats qui se concentrent sur la chute de Pokrovsk, pas forcément la prise de Pokrovsk, mais peut-être la chute de Pokrovsk. Donc ça, c'est pour nous, on considère que c'est là que les Russes jouent vraiment on va dire leur va-tout dans le secteur, et que c'est là que les moyens les plus importants sont engagés, mais néanmoins, on constate qu'il y a deux zones d'effort secondaires qu'on a numérotées par ordre d'importance. Donc d'abord, en jaune, la zone d'effort numéro 1, d'effort secondaire numéro 1, autour de Toretsk, hein, et aussi depuis Bakhmut. Hein, alors là, on l'a pas écrit parce que sinon ça serait un peu trop illisible sur la carte. Mais donc vous avez
Juste à côté de Bakhmout, vous avez Chassovyar, et on sait donc que depuis 6 mois, Chassovyar est le lieu de combat extrêmement acharné, extrêmement difficile, et que la ville aujourd'hui est quasiment perdue à 99,9% par les Ukrainiens. Ils doivent tenir encore, je sais pas moi, 400 mètres carrés, pardon. À peine, et encore, non, c'est bien trop, mais voilà, et c'est en plus en périphérie, enfin bref, la ville elle-même est tenue par l'armée russe depuis plusieurs semaines. Donc ça, c'est l'effort secondaire numéro 1, parce qu'il aide immédiatement ce qui se passe autour de Pokrovsk, puisqu'il contraint les Ukrainiens, là encore, à diviser leurs forces et à soutenir la défense de Konstantinivka, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas tout miser sur Pokrovsk, et on constatera que cet effort secondaire numéro 1, comme l'effort secondaire numéro 2, donc dans le secteur autour de Komar, hein, qui est encadré en orange, se sont développés au moment où la situation de l'assaut direct russe autour de Pokrovsk a commencé à être arrêtée. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont déployé des réserves, ils ont engagé des centaines de drones FPV pour ralentir d'abord les troupes d'assaut russes, et puis aussi toute la logistique de l'armée russe qui montait donc sur le flanc ouest de Pokrovsk, et donc pour essayer d'étendre et d'étirer les défenseurs ukrainiens dans le secteur, les Russes ont développé et accentué leurs efforts sur ces deux zones, hein, autour de Toretsk et autour de Komar, avec succès. Hein. On a eu, alors il y a eu la victoire de Bagatyr avant celle de Komar, celle de Novosilka, je vais y arriver, excusez-moi. Donc on a eu des développements périphériques qui ont permis ensuite aux Russes de reprendre des opérations offensives autour de Pokrovsk. Sauf que cette fois, au lieu de les développer uniquement à l'ouest de Pokrovsk, ils ont enfoncé un coin depuis la mi-avril de cette année jusqu'à aujourd'hui encore, entre Pokrovsk et Konstantinivka. La possibilité, tout d'abord pour les Russes, bien sûr de se rabattre sur Konstantinivka depuis l'ouest, mais aussi de percer plein nord, hein, c'est la flèche en pointillé qui monte vers Kramatorsk directement, et puis vous avez aussi la possibilité maintenant de prendre Pokrovsk dans une pince depuis l'est, mais aussi, ça peut aussi libérer du monde, depuis le secteur d'Oudachne, qui est à l'ouest de Pokrovsk, hein, un village qui est le lieu de combat acharné lui aussi depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, avec une partie du village qui est encore entre les mains des Ukrainiens, une autre qui est conquise et dans laquelle les Russes tentent tant bien que mal de tenir depuis là encore plusieurs semaines. Donc ça permettrait éventuellement aussi aux Russes de déboucher enfin vers le nord-nord-est. C'est-à-dire que chaque jour, ou presque chaque jour, il y a des centaines de drones et des dizaines de missiles qui s'abattent sur l'Ukraine. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a une masse, si vous voulez. Il y a un effet de masse. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour, contre, c'est une réalité indépassable. Quant aux patriotes, dont on parle énormément dans la presse anglo-saxonne, dont les responsables américains parlent, dont les Ukrainiens, bien sûr, parlent beaucoup, c'est clair que les Américains expliquent que déjà, ils n'en ont plus que 25% de ce qu'il leur faudrait pour être opérationnellement en position stable par rapport à leurs propres besoins de défense. Plus que 25%, donc ils ne risquent pas d'en transférer à l'Ukraine. Donc là, ils essaient de faire en sorte que les autres en transfèrent. Je rappelle qu'ils ont aussi comme axe prioritaire de défense et de soutien, bien sûr, Israël, dans sa guerre perpétuelle livrée au Moyen-Orient. Donc, si vous voulez, là, au stade actuel, même s'ils produisent certaines batteries de patriotes, il faut comprendre que même s'il n'y avait pas Israël, ils n'en produiraient de toute façon pas assez, même à forte cadence, pour répondre aux besoins opérationnels actuels de l'Ukraine. Actuels. Alors vous imaginez si l'Ukraine se remettait en posture offensive, par exemple, pour essayer encore une énième fois de renverser la vapeur militaire. Bon. Donc, il est probable qu'au plan militaire, les Russes vont continuer à attaquer et de plus en plus les routes logistiques du soutien occidental.
Alors maintenant, si on en vient à ces derniers jours, eh bien, on voit que dans le secteur de Konstantinivka, les combats se poursuivent avec cette idée-là. Hein. Alors là, c'est vraiment la situation à la fin de la journée d'hier. Les Russes continuent de tenter de prendre les derniers pâtés de maison de Chassovyar, hein, qui est encadré en orange, et les Ukrainiens continuent de les tenir et de lancer des contre-attaques locales. On a vu donc un tout petit peu plus au sud, dans le secteur de Belagora, les Russes s'emparer de la ville de Belagora, ce qui fait que là, ils ont un nouvel axe d'attaque direct en direction de Konstantinivka, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, puisque cette attaque en direction de Belagora, on l'avait interprétée au départ comme la volonté de sécuriser le flanc de Toretsk, le flanc droit, le flanc oriental, oriental et nord-est de Toretsk, pour que les Russes ne risquent pas, comme ça a été le cas cet hiver, une contre-attaque ukrainienne depuis ce côté-là. On a des combats qui continuent de se dérouler immédiatement à l'ouest de Toretsk, hein, dans cette fameuse poche dans laquelle on ne sait toujours pas combien d'unités ukrainiennes sont semi-encerclées, hein. Donc on a des combats dans le village de Katerinivka. Sur le bord de cette poche, on a toujours des combats autour d'Alexandro-Kalinové, hein, puisque les Russes continuent d'avancer à l'intérieur de cette agglomération de Yablonivka, Alexandro-Kalinové. Et puis, on a des avancées très limitées parce que les combats sont très durs. Les Ukrainiens offrent une résistance absolument remarquable dans le secteur encadré en jaune, hein, autour de Russignar et de Poltavka. Alors, les Russes ont pris pied dans Poltavka, ils ont pris pied dans Russignar, les combats se poursuivent. Et là, vous voyez ce que je disais sur la carte précédente, on voit encore comment, depuis ce point-là, les Russes peuvent aller soit directement plein nord, soit se rabattre vers l'est, nord-est, en direction de Konstantinivka, pour joindre leurs efforts aux troupes russes depuis le secteur de Chassovyar, ou même désormais depuis le secteur de Belagora. L'administration Trump a fait de nouvelles, et le président lui-même, américain, ont fait de nouvelles annonces sur de nouvelles armes qui seraient livrées à l'Ukraine, etc. Mais enfin, en gros, l'idée, c'est quand même que les Européens achètent et payent des armes américaines et qu'ils les donnent aux Ukrainiens, via l'OTAN a priori. Donc c'est juste du délire. Voilà, je rappelle que quand même nous piquons, n'est-ce pas, d'autonomie stratégique, de remontée en puissance, etc., etc. Pour l'instant, le peu d'armes qu'on a, on les a données, hein, on en donne beaucoup, beaucoup trop. Donc déjà, on se fragilise nous-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour compléter tout ça? On va peut-être devoir acheter nous-mêmes américains de plus en plus. On n'est pas en capacité d'avoir des cadences de production adaptées à la, comment dirais-je, à la puissance intrinsèque de feu russe et à la lourdeur de ce conflit conventionnel en Europe dans ses dimensions actuelles entre la Russie et l'OTAN via l'Ukraine. De Pokrovsk même. Hein, donc on retrouve les mêmes zones géographiques que celles dont on vient de parler. Hein. Vous le voyez sous le premier drapeau ukrainien à droite, on retrouve Russignar, Poltavka. Et donc depuis hier, même avant-hier, on voit que les Russes poursuivent leur avance, et cette fois-ci en direction de la zone qui est encadrée en jaune, hein, le secteur de Charkové et de Toretskeye. Donc là, ça veut dire qu'ils sont en capacité, et se trouvent le long de cette route les dernières fortifications de l'ensemble de la zone pour les Ukrainiens, hein, c'est-à-dire que si les Russes prennent ces fortifications à revers ou pénètrent en leur centre et passent à droite et à gauche, ils vont prendre tout ce monde-là à revers, et puis surtout derrière, il n'y a plus de zone de défense organisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de troupes ukrainiennes, mais il n'y a plus de lignes de fortification, même sommaire, il n'y a même plus de points d'appui sur des carrefours d'importance ou des villages stratégiques. Il n'y a plus rien en termes de fortification de campagne. C'est fini. Et en fait, on a presque l'impression que les Européens ne veulent tellement pas admettre leur échec stratégique en Ukraine
Et le fait qu'ils ne peuvent plus soutenir l'Ukraine et qu'il faut faire la paix, que pour pouvoir continuer, pour avoir des armements qu'ils ne peuvent plus eux-mêmes livrer aux Ukrainiens, eh bien, ils vont en quelque sorte, je ne dirais pas corrompre, mais acheter les Américains et acheter des armes américaines aux Américains pour les maintenir dans le jeu d'une certaine façon. Les maintenir dans le jeu. Voilà, qu'ils aient un intérêt à rester dans ce jeu de soutien à une Ukraine moribonde, qu'il s'agirait surtout de mettre en situation de pouvoir négocier le maintien et comment dirais-je, le fait de conserver ce qui lui reste de territoire, c'est-à-dire un peu moins de 80%. Parce que plus ça continue, moins elle va conserver de territoire. C'est quand même, c'est évident, tout le monde le sait. Ceux qui font semblant de ne pas le savoir sont d'une malhonnêteté insigne. Donc les Russes ont commencé à prendre pied sur ces axes-là, tout en se rabattant, hein, donc il y a le rectangle jaune, vous descendez, il y a la flèche qui montre leur progression, puis vous en avez une autre qui prend pour cible le village qui est encadré, enfin le bourg qui est encadré en orange, qui est Rodinske, parce que là, vous avez la possibilité pour l'armée russe, hein, qui se trouve à quelques kilomètres, hier soir, hein, j'ai pas consulté pour refaire une carte le bulletin de ce matin, mais on est à quelques kilomètres de ce village pour les Russes. Si les Russes atteignent ce village, ils coupent l'une des deux routes d'approvisionnement de Pokrovsk et Mirnograd et de leurs garnisons respectives. Alors, c'est pas une route de même niveau que celle que la E50 qu'on voit sortir de Pokrovsk juste en dessous. C'est une route de moindre importance, mais toutefois elle permet à l'armée ukrainienne d'avoir deux axes de ravitaillement, même si celui-là est de moindre importance en termes de nombre de camions qu'ils peuvent accueillir, etc. Hein, mais en tout cas, là, si les Russes font ça, il ne restera plus qu'une seule route d'approvisionnement qui, elle, se trouve déjà depuis plusieurs semaines sous les feux de l'artillerie, bien sûr, des drones russes, etc., ce qui rend la circulation sur cet axe très très difficile pour continuer d'apporter le ravitaillement et la logistique nécessaires aux défenseurs de Pokrovsk et Mirnograd. Bref, je ne sais pas ce que vont donner ces pourparlers, sans doute pas grand-chose, à part peut-être des échanges de prisonniers, mais enfin quand on sait que les Ukrainiens récupèrent, je ne sais plus, près d'un millier de corps contre quelques dizaines de soldats russes, ça donne une idée de ce que sont les chiffres des pertes respectives des deux parties, mais enfin là aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire, donc continuons à faire semblant de croire qu'il y a autant de morts russes qu'ukrainiens. En tout cas, voilà, la farce continue, l'effondrement de l'Ukraine est inévitable si on continue comme ça, mais ça va être un supplice très très lent, très 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 lent. Si Trump ne va pas à Pékin, si un accord n'est pas fait et si le holà n'est pas mis à l'aventurisme des Européens aux dépens de ces malheureux Ukrainiens. C'est vraiment vers ça qu'il faudrait tendre. Voilà, il faut s'intéresser pour de bon au réel, là aussi, comme d'habitude, parce que la guerre des perceptions, elle est perdue, en fait. Elle est perdue parce que là, c'était la Russie. Voilà, c'était pas la Libye, la Syrie, l'Irak, le Kosovo, la Serbie, non. C'était la Russie. On voit que les Russes commencent à faire, depuis ce saillant qui s'est créé entre Pokrovsk et Konstantinivka, eh bien, des attaques en pétales, c'est-à-dire qu'ils ont le choix d'aller partout où ils veulent, hein, sur n'importe quel axe, et donc c'est ce qu'ils développent depuis maintenant 2 mois, hein, depuis le début du mois de mai, que ce saillant a pris forme, mi-mai jusqu'à aujourd'hui. Donc ils vont dans tous les sens, ce qui contraint la défense ukrainienne à faire feu de tout bois, et comme on l'a constaté avant-hier, ça a permis de manière tout à fait singulière au sud-ouest de Pokrovsk aux Russes de s'infiltrer jusque dans les faubourgs de Pokrovsk. Et on a appris
alors qu'on attendait que les Ukrainiens tiennent cette partie-là du front comme ils l'ont tenu depuis que les Russes ont commencé à déborder Pokrovsk par l'ouest. Toutes les tentatives russes de pénétration dans cette zone ont été soumises à des contre-attaques, les Ukrainiens reprenant tel ou tel pâté de maison de tel ou tel village pour empêcher les Russes de se rapprocher de Pokrovsk même. Et là, probablement, nous disent les observateurs ukrainiens, pas les observateurs russes. L'OSINT ukrainien nous dit il n'y a plus assez de monde et il n'y a plus assez de drones. Il aurait fallu comprendre la profondeur de la détermination russe à ne plus se laisser faire et à ne pas se laisser menacer à ses frontières par une Ukraine otanisée. Il n'y a plus assez de drones pour arrêter les colonnes blindées mécanisées ou les groupes d'infiltration russes, parce que là, il semblerait que ce soit un groupe de reconnaissance en profondeur russe qui a réussi à s'infiltrer. On a vu les images, hein, tout ça a été confirmé par des images publiées sur les réseaux Telegram. Ça rappelle les techniques employées par les anciens affidés de l'armée soviétique qui étaient les Nord-Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam. Hein. Je salue Jacques Sapir qui a fait ce rappel de la bataille d'An Loc en 1972 ou celle de Ban Me Thuot en 1975 sur les hauts plateaux au centre du Vietnam, enfin du sud Vietnam, et donc où les Nord-Vietnamiens avaient infiltré beaucoup de monde dans les villes et notamment des éléments du génie pour pouvoir ensuite faciliter la tâche des troupes plus conventionnelles, blindées, infanterie mécanisée. Donc là, il y a peut-être une répétition de ce genre de tactique qui est à l'œuvre, mais en tout cas, on a eu cette pénétration et surtout, donc depuis mardi, on n'a aucune information de l'OSINT ukrainien selon laquelle on aurait capturé ce groupe, détruit ce groupe, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être des soldats russes qui sont déjà dans les premières maisons de la ville de Pokrovsk sur son flanc nord-ouest. C'est-à-dire qu'on est comme l'armée impériale allemande à l'été 1918, à force de, eh bien, à un moment donné, on cède. Et alors en 1918, ça faisait 3 ans qu'on attendait que ça cède. Et bien là, c'est pareil, ça fait 3 ans qu'on attend que ça cède, mais une fois que ça va céder, comme en 1918 pour l'armée impériale allemande, il y aura un effet boule de neige. Et donc, si tout ça se corrobore avec, se combine avec les déboires politiques du gang de Zelensky à Kiev, vous imaginez bien que d'un seul coup, la situation sur le front peut changer radicalement. L'une de mes citations préférées sur l'ONU vient en fait du premier secrétaire général, Dag Hammarskjöld, qui a dit que l'ONU n'a pas été créée pour nous amener au paradis, mais pour nous empêcher d'aller en enfer. Et c'est précisément ce dont nous avons besoin ici. Nous devons reconnaître que les armes nucléaires peuvent nous conduire en enfer. Comme l'a dit Khrouchtchev, les survivants envieraient les morts. C'était aussi ce qu'a dit Kennedy. Si ces idiots obtiennent gain de cause, il ne restera plus personne pour leur dire qu'ils avaient tort lorsqu'ils le poussaient à la guerre pendant la crise des missiles de Cuba. Donc, l'essentiel, c'est que nous devons parvenir à une situation meilleure où nous négocions réellement et sincèrement à ce sujet. Now, we have even more damning evidence implicating those who tried to sabotage a duly elected president and did grave material harm to our republic. Thanks to additional important work done by CIA Director Ratcliffe, Committee Chairman Rick Crawford over the past few months, a newly declassified 2020 report prepared by the House Permanent Select Committee on Intelligence, which DNI Director Gabbard has declassified, found that the intel community did not have any direct information that Russian President Vladimir Putin wanted to help elect President Trump in 2016. And in fact, Russia was actively preparing for a Hillary Clinton victory. But at the unusual direction of Barack Obama at the time, the intel community published implausible intelligence suggesting otherwise. Why? To sabotage the incoming president. This is truly one of the greatest political scandals in American history. And reporters at legacy outlets, some of which are sitting in this room today, like the New York Times and the Washington Post, were ridiculously awarded Pulitzer Prizes for their perpetuation of this hoax. It's well past time for those awards to be stripped
from the journalists who received them. On reparle beaucoup aux États-Unis de Russiagate, et notamment Tulsi Gabbard, la coordinatrice du renseignement national américain, qui vient de sortir un certain nombre de documents disant qu'en fait, dès le premier mandat de Trump et dès le tout début du premier mandat de Trump, des analystes éminents du renseignement américain savaient très bien que tout ça, c'était un pétard mouillé, fait juste pour empêcher, pour embêter, pour décrédibiliser, discréditer Donald Trump. Tout le monde, tous les gens sérieux savaient qu'il n'y avait rien dans le dossier Russiagate. Hein, j'en ai aussi parlé plusieurs fois. C'est un truc, ça a été uniquement fait comme pour nuire à Donald Trump pendant son premier mandat et l'empêcher d'agir. Mais c'est assez scandaleux. Ça veut dire que d'autres, dans ce même appareil de renseignement, où il y a énormément de monde et énormément d'agences, et énormément d'argent, ça veut dire que d'autres, jusqu'au rapport Mueller, où finalement on a dit, bah non, il n'y a rien, il n'y a pas de base factuelle, il n'y a rien du tout ça c'est du blabla, de la médisance. Bon, Dieu sait si on sait ce que c'est que la médisance, et son effet, ses effets délétères, malheureusement. Eh bien, en fait, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui alors qu'ils savaient très bien qu'il n'y avait pas d'éléments à charge véritable, il n'y avait aucun élément à charge véritable contre Donald Trump sur une possible implication de la Russie dans son élection ou sur l'influence que les Russes auraient pu avoir sur lui, enfin n'importe quoi. Eh bien, en dépit de ça, il y a des gens qui ont joué là-dessus et qui ont sans doute joué aussi leur carrière, qui ont joué pour des intérêts ou pour de l'argent ou pour des postes ou pour Dieu sait quoi. Donc, ça montre la profondeur, j'allais dire, de l'intoxication et de la dégradation aussi morale et du professionnalisme au sein de la communauté américaine du renseignement. Dans un développement spectaculaire à Washington, une sous-commission de la Chambre des représentants a voté en faveur de l'émission de subpoena visant l'ancien président Bill Clinton et l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton concernant leur lien potentiel avec Ghislaine Maxwell et le défunt Jeffrey Epstein, condamné pour trafic sexuel. Le vote, adopté par 8 voix contre 2 avec un soutien bipartisan, marque l'une des mesures les plus frappantes de l'enquête en cours sur le réseau d'influence d'Epstein. La motion présentée par le représentant républicain Scott Perry exige que les Clinton fournissent des témoignages et des documents pouvant éclairer leur connexion avec Maxwell. Cette décision survient alors que la pression du public s'intensifie pour une transparence totale autour des activités d'Epstein et de ses relations avec les élites mondiales. En parallèle, la sous-commission a également voté pour obliger le département de la justice à publier l'intégralité des dossiers liés à Epstein. Ces fichiers devraient contenir des témoignages déclassifiés, des registres de vol et d'autres documents susceptibles de révéler l'étendue des connexions d'Epstein avec des responsables politiques, des célébrités et des magnats de la finance. Cette décision fait suite à un vote antérieur visant à assigner Ghislaine Maxwell à comparaître en personne le 11 août dans la prison fédérale où elle purge sa peine. Les législateurs affirment qu'il ne s'agit que du début d'une série de convocations très médiatisées pour faire éclater la vérité. Les Clinton n'ont pas encore réagi officiellement à ce vote. Cependant, cette décision sans précédent provoque déjà un véritable séisme à Washington, alimentant les spéculations sur les secrets que pourraient révéler les dossiers Epstein. À mesure que cette enquête historique se poursuit, une chose est certaine, la quête de la vérité atteint désormais les plus hautes sphères du pouvoir américain et la pression pour tout révéler n'a jamais été aussi intense. L'Union européenne veut faire pression sur les dirigeants chinois sur 2 sujets. D'abord celui de l'exportation des terres rares et ensuite du supposé soutien chinois à la Russie dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine. Ce sont vraiment 2 domaines qui cristallisent les tensions entre la Chine et l'Union européenne, à tel point que les responsables européens ont déjà prévenu, ils ne s'attendent pas à des avancées concrètes de la part de la Chine sur ces questions clés.
La Chine, quant à elle, espère faire pression sur l'Union européenne au niveau des droits de douane imposés sur les véhicules électriques chinois. Alors, que peut-on attendre de ce sommet ? Eh bien, pas grand-chose, nous disent les observateurs internationaux. Seule une modeste déclaration commune sur des engagements climatiques devrait sortir de ces réunions. C'est donc un sommet tendu qui s'annonce alors qu'il marque le 50e anniversaire des liens diplomatiques entre l'Union européenne et la Chine. Depuis quelques heures, des affrontements d'une rare intensité ont donc éclaté à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. L'escalade militaire qui a fait pour le moment un mort côté thaïlandais et plusieurs blessés graves. Elle est la plus importante en près de 15 ans. Elle a conduit Bangkok à déployer ce matin ses F-16 pour mener des frappes ciblées. L'armée thaïlandaise qui affirme que le royaume cambodgien a fait feu en premier, ce que dément Phnom Penh. Le Cambodge qui dénonce lui aussi l'agression militaire de son voisin et réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Des bruits d'explosions et de tirs. Ces habitants de la province de Surin, au nord de la Thaïlande, près de la frontière cambodgienne, tentent de fuir ces attaques. Combien de balles ont été tirées ? Impossible de les compter. La Thaïlande accuse le Cambodge d'une attaque de roquettes et a lancé en représailles des frappes aériennes sur des cibles militaires cambodgiennes ce jeudi. Le gouvernement exhorte le Cambodge à cesser ces actes répétés qui constituent de graves violations du droit international. De telles actions contredisent fondamentalement les principes de relations de bon voisinage et de bonne foi et mineront davantage la réputation et la crédibilité du Cambodge sur la scène internationale. Mais les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les combats. Le Cambodge s'est toujours efforcé de résoudre les problèmes de manière pacifique. Toutefois, dans le cas présent, nous n'avons pas d'autre choix que de répondre par la force armée à cette invasion armée. Cette escalade militaire qui ravive les différends frontaliers est la plus grave en près de 15 ans. Les deux voisins se disputent âprement le triangle d'émeraude, une région qui abrite plusieurs temples anciens et qui se trouve à cheval entre la Thaïlande, le Cambodge et le Laos. Les tensions entre la Thaïlande et le Cambodge ont dégénéré en affrontements armés le long de leurs frontières contestées. Jeudi matin, les armées des deux camps ont échangé des tirs, chaque pays accusant l'autre d'avoir ouvert le feu le premier. L'armée thaïlandaise maintient que les forces cambodgiennes ont envoyé un drone de surveillance avant d'avancer avec des armes lourdes. Le Cambodge, quant à lui, indique que ses troupes ont agi en légitime défense. Ces violences font suite à une rupture diplomatique, la Thaïlande ayant dégradé ses relations mercredi, accusant le Cambodge d'avoir posé une mine ayant blessé des soldats thaïlandais. Démentant ces accusations, le Cambodge a riposté en dégradant à son tour ses relations diplomatiques. Il s'agit du deuxième affrontement majeur depuis fin mai. Un bref échange de tirs avait alors coûté la vie à un soldat cambodgien. Des gens meurent de faim et de soif, soit parce qu'ils sont délibérément privés de nourriture et d'eau, soit parce qu'ils tentent désespérément de s'en procurer. Des gens s'effondrent dans les rues alors qu'ils sont à nouveau déplacés de force, là encore de manière délibérée. Nous appelons à la formation d'une coalition de volontaires afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au génocide, faire respecter le droit international, sauver ce qui reste de notre humanité sous les décombres à Gaza et mettre fin à l'occupation et au conflit. Israël rend le Moyen-Orient plus sûr pour tous ceux qui apprécient la paix et le calme. En d'autres termes, nous faisons le travail des Nations Unies. Les représentants d'autres nations participant au débat du Conseil de sécurité des Nations Unies ont appelé à une action urgente pour faire face à la crise humanitaire à Gaza. Ils ont réaffirmé leur soutien aux efforts humanitaires de l'ONU dans cette région. La question palestinienne est au cœur du conflit au Moyen-Orient. La mise en œuvre de la solution à deux États est la seule façon viable de résoudre la question palestinienne. La communauté internationale doit rejeter avec fermeté les actions unilatérales qui sapent les fondements de la solution à deux États et s'opposer fermement aux tentatives dangereuses d'annexion de Gaza et de la Cisjordanie. Nous appelons Israël à mettre fin à ces attaques, à traduire les responsables en justice et à collaborer avec l'ONU pour mettre en œuvre une distribution efficace de l'aide, conformément aux principes humanitaires et au droit humanitaire international. Dear Presidents and Prime Ministers, the tragedy unfolding in Gaza
is a test of our shared humanity. Entire families are being murdered. Children, even babies, have been killed. Others are wasting away from hunger. This appalling disregard for human life and dignity must end, for it is a violation of the most basic moral code. Malaysia calls on all world leaders to act with urgency. Every government that believes in international law, every nation that claims to value human life must speak with one voice. In this regard, I urge all those with influence over Israel to find the courage to act decisively. I especially appeal to respected United States President Donald Trump to use that influence to press for an immediate end to the killing, stop the indiscriminate bombings, and ensure that humanitarian aid reaches those in need without obstruction. This is the hour for moral leadership. This is the time to uphold the values we claim to defend. Malaysia stands ready to work with all nations, north and south, east and west, to bring relief to Gaza and the Palestinians, to restore the basic principles of humanity. Let us not be remembered as those who stood by. Let us be guided by our conscience to answer suffering with compassion and to pursue peace for the sake of our humanity. Thank you.